Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Lac Show, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger notre société ici comme ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une femme inspirante, une Montréalaise de cœur, une Canadienne de cœur et de conviction. Une femme engagée dans la vie publique et sociale de notre belle ville. L'honneur qu'on a aujourd'hui, c'est Madame Cathy, candidate, née au Canada, grandie à Montréal. Cathy représente une génération de leaders qui croient dans une politique de proximité, d'écoute et d'action. Bonjour, Madame Cathy. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien, merci. On est content de vous avoir parmi nous. Moi, personnellement, quand je regardais ton parcours que le monde qui me regarde maintenant ne savait même pas, ça m'a donné beaucoup d'idées et ça m'a vraiment inspiré. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à t'inviter. Excellent, ça me fait plaisir. Pour commencer, je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, ben là, mon nom complet, c'est Cathy Lerougetel et je suis en fait candidate de la Ligue communiste, qui est un parti ouvrier. Et moi, oui, je suis née à Montréal, mais j'ai pas toujours vécu à Montréal. Et j'ai côtoyé du monde un peu partout, dans les écoles, dans les lieux de travail où je me suis retrouvée. Et vraiment, ça m'a appris qu'il faut qu'on se batte pour l'unité. C'est pour ça qu'un des points de notre programme central, c'est contre les déportations et pour la résidence permanente pour tout le monde. Puisque c'est comme un des grands patriotes vénézuéliens a dit, Simón Bolívar, on ne se bat pas dans le pays où on est né, mais on se bat là où on se trouve. Et aujourd'hui, le monde se font bafouer d'un coin du globe à l'autre avec la crise économique qui s'approfondit, avec les guerres qui pullulent. On voit la Troisième Guerre mondiale s'approcher. Et alors, la seule solution à tout ça, c'est que les travailleurs, nous, on s'organise pour prendre le pouvoir politique. Et c'est vraiment ça qui est la conclusion, ce que nous, on met de l'avant. Wow! Merci. Je suis content. Et pour la réponse, j'espère aussi ceux qui nous regardent, ils vont être contents aussi de ta réponse. Notre deuxième question fait sujet, c'est quelles sont les valeurs personnelles qui te guident qui guident vos décisions et vos actions? Moi, je dirais que c'est vraiment la solidarité ouvrière. Parce que c'est dans cette société capitaliste, on se fait pousser à survivre coûte que coûte et se battre contre notre voisin, contre tout le monde. Et en fait, notre force en tant que travailleurs, en tant qu'opprimés, c'est notre unité, de surmonter toutes les divisions qu'ils essayent, les riches, les capitalistes, le gouvernement essaye de développer. Les Noirs contre les Blancs, les femmes contre les hommes, les immigrants contre ceux qui sont nés ici. Ça finit plus. Alors, c'est vraiment la solidarité. Et si je peux donner un exemple vraiment puissant, aujourd'hui, il y a 51 000 enseignants en Alberta qui se tiennent, qui ont l'appui des parents, des étudiants et des autres syndicats d'Alberta. Ils font la grève depuis 3 semaines. Malgré toutes les menaces du gouvernement, ils tiennent bon. Et c'est ça la solidarité. Et on n'en parle pas ici au Québec. On n'a pas des nouvelles de ça. Mais notre campagne,
c'est une campagne pour faire connaître des luttes comme ça et montrer la force de notre solidarité. Oh, merci, merci, merci. Mille merci. Quel a été le moment exactement déclencheur où vous avez su que vous vouliez devenir mairesse de Montréal? Mais de fait, nous, on mène une campagne 365 jours par année, qu'il y ait des élections ou non, parce que il y a vraiment une urgence de construire une alternative ouvrière, de construire un parti révolutionnaire qui dit la vérité, que les problèmes qu'on vit, il n'y a pas de solution à court terme à mettre un X sur un morceau de papier et quelqu'un va les résoudre. C'est nous, nos luttes, les luttes des travailleurs, des fermiers, ces luttes-là qui montrent la force qui est capable de résoudre la crise économique, sociale, morale, financière du capitalisme. Fait que, alors, la décision de mener une campagne à la mairie, c'est parce que c'est une grande opportunité pour montrer que les travailleurs peuvent construire un parti et qu'on doit le faire pour dire on doit prendre le pouvoir politique entre nos mains. Et c'est comme la conclusion, mais aussi une activité qui va qui va continuer même après les élections, de construire un tel parti. Merci, 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 infiniment merci. On va continuer, comme vous le savez, vous qui nous regardez maintenant, notre show, les questions qu'on pose maintenant, ce n'est pas des questions personnelles. Disons, c'est des questions pour chercher à mieux faire connaissance de cette inspirante femme qu'on a avec nous aujourd'hui. On va continuer avec notre belle et quatrième question. Quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter en tant que femme en politique, surtout dans un pays comme Canada? Mais je dirais que c'est pas spécifiquement dans la politique, mais dans la vie de tous les jours, que les femmes doivent faire face à la discrimination et doivent mener une lutte bien spécifique. J'ai ce livre-ci qui s'appelle « Les cosmétiques, la mode et l'exploitation des femmes ». C'est un livre que j'ai aidé à présenter à une foire du livre récemment aux Philippines. Et ce livre-là, ça explique un petit peu aussi des aspects de ma vie à moi, mais de la vie de bien des femmes, qui est que tout conspire à miner notre confiance en nous-mêmes. Il faut même que tu te mets des cosmétiques sur ton visage pour sortir dehors. Et ça coûte beaucoup d'argent. Et il y en a qui font beaucoup d'argent avec ça en plus. Mais alors, les luttes pour nos droits, pour avoir des emplois qui payent bien, où tu es syndiqué, où tu as une protection, la lutte pour des garderies, pour que tu puisses travailler et sans que tes enfants en souffrent. Toutes ces luttes-là, ça, c'est des luttes qui changent la vie des femmes. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il y a plusieurs luttes syndicales où on voit comment, quand tout le mouvement ouvrier s'unit, comment ça aide la lutte des femmes. Justement, cette lutte en Alberta, des enseignantes, mais c'est une majorité de femmes. Et elles font quoi? Elles essayent d'avoir des classes qui ne sont pas de 40 enfants. 40 enfants. Ouais. Alors, ça, c'est une lutte pour les droits des femmes. C'est à féliciter et je vous dis, vous qui nous regardez là, aujourd'hui, j'espère que vous allez prendre beaucoup de notes aussi avec cette inspirante femme, comme je vous l'avais dit. Et j'espère que aussi, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses que vous ne saviez pas de cette inspirante femme. Pour faire suite à notre 5e question, Madame Cathy, comment décririez-vous votre leadership plutôt à l'écoute ferme
collaboratif? Mais je pense que ce qui est d'abord important de comprendre, c'est que quand on parle de leadership dans le mouvement ouvrier, on parle de quelque chose de collectif. Et le parti, la Ligue communiste, que moi j'aide à construire, mais c'est un parti qui essaye d'apprendre des grandes révolutions et des grands révolutionnaires, comme la révolution socialiste de Cuba, Fidel Castro, Che Guevara, qui étaient des dirigeants centraux bien connus, ou la révolution russe, qui était la première révolution socialiste qui a mis fin à la participation du peuple russe à la guerre, la Première Guerre mondiale. Ouais. Alors, on essaie d'apprendre de ces grandes expériences-là pour voir comment construire un parti qui peut vraiment développer, pas une personne, mais vraiment une force collective d'individus qui sont dévoués et qui ont la confiance de leurs compagnons de travail, des autres, qui gagnent la confiance des autres parce qu'ils sont fiables. Et c'est ça un vrai parti communiste, qui est impliqué dans les luttes et qui cherche toujours, dans chaque lutte, à faire ressortir pourquoi il faut qu'on vise prendre le pouvoir politique. J'ai apporté plusieurs livres, plus ou moins, parce que je veux, ça c'est un livre sur le genre de parti que nous on construit, ça s'appelle « Le tournant vers l'industrie, forger un parti prolétarien ». J'ai apporté des livres, surtout pour montrer à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent que c'est possible d'apprendre des leçons d'autres luttes. On n'a pas besoin de réinventer la roue et on n'a pas non plus besoin de s'imaginer tout soi-même. On peut apprendre des leçons et c'est pour ça qu'on est beaucoup à produire ces livres-là de façon bénévole et ils sont disponibles. Je vais vous donner les coordonnées après où on peut se les procurer parce que c'est important qu'on apprenne ces leçons-là. C'est-à-dire, on va partager avec vous, par exemple, si vous voudriez avoir ces livres, je pense qu'avec Cathy, c'est possible. Après, on va publier le numéro, c'est l'email. J'ai ça ici. Ah, OK. Comme ça, on va écrire, les informations, disons, à la fin de notre show, justement, pour pouvoir commander ce livre. Même moi aussi, j'ai acheté un livre avec vous. Moi, j'ai aimé, j'ai lu, et ça m'a vraiment plu. Et... Moi, je pense que c'est celui-là. Ouais, exactement. Ouais, c'est celui-là. Le grand révolutionnaire. Exact. Quels sont les plus grands défis de Montréal aujourd'hui? Mais il faut dire, dans l'immédiat, c'est appuyer les grévistes à la STM, à la Société des transports de Montréal. Parce que tout le monde parle de ça. C'est des milliers de travailleurs d'entretien, maintenant les chauffeurs d'autobus aussi, qui, eux, n'ont pas fait la grève depuis des décennies. Et maintenant, tous ces travailleurs-là, ils ont tiré la ligne, ils disent « on n'en peut plus ». Et pour moi, ça montre à quel point, à chaque fois qu'on parle des problèmes sociaux, il faut voir qu'il y a une ligne dans la société. Il y a les travailleurs d'un côté, il y a les riches, les capitalistes et leur gouvernement de l'autre. Et là, avec la STM et cette grève qui aura lieu possiblement au mois de novembre. Exactement. Les enjeux sont de taille, moi, je pense, pour tous les travailleurs, parce que oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui auront beaucoup de misère à se rendre au travail. Et il y a beaucoup de propagande de la part des employeurs pour dire, mais là, comment ils peuvent faire la grève? C'est pas raisonnable. Mais moi, je vous dis pourquoi. C'est parce que ces travailleurs-là, ça fait des décennies qu'ils n'ont pas fait la grève, les chauffeurs. Mais là, ils sont acculés au pied du mur parce que leurs salaires ne suivent pas l'inflation. On connaît tous ça. Mais en plus, les gars de l'entretien, les gars et les femmes, en fait, de l'entretien, eux, ils expliquent que la compagnie envoie beaucoup en sous-traitance. Alors ça veut dire des emplois moins bien payés, pas protégés. L'employeur peut faire n'importe quoi. Et aussi, ils sont obligés à faire du temps supplémentaire et ça rend la vie de famille impossible.
Alors, tout ça, si eux, ils se font écraser par leur employeur, c'est un mauvais précédent pour tout le monde. Alors, ça ne va pas nous aider, nous qui gagnons moins cher qu'eux, ou nous qui ne sont pas protégés par un syndicat, ça va simplement baisser les standards pour tout le monde. Alors, pour moi, c'est un exemple parfait de comment on doit penser comme travailleurs et construire la solidarité avec les travailleurs de la STM. Que pensez-vous de la relation entre l'administration municipale et les citoyens et citoyennes de Montréal? Pour moi, en fait, je vois ça comme une relation adversariale parce que le gouvernement représente les capitalistes, il représente les spéculateurs de l'immobilier, il représente les grandes compagnies, les grandes familles riches. Et les travailleurs, nous, on est face à une administration qui se dit servir tout le monde, mais c'est pas vrai, puis on le voit. Alors c'est là où, c'est pour ça que moi, je reviens toujours aux luttes syndicales, aux luttes où les travailleurs s'organisent en tant que travailleurs. Parce que c'est ça que nous, on doit faire pour, en fait, pouvoir non seulement protester dans les rues pour des droits spécifiques, mais on doit pouvoir, nous, prendre le pouvoir politique entre nos mains. Et ça se fait avec des grandes mobilisations. Genre, toutes les révolutions socialistes, c'était des grandes mobilisations populaires. À Cuba, c'était des millions de travailleurs, de paysans, de jeunes qui se sont soulevés et Batista, le dictateur, a fui parce qu'il voyait que toute la population ne voulait rien de lui ni de ses amis des familles riches. Cette femme inspirante, j'espère que vous allez apprendre beaucoup d'elle et j'espère que vous allez apporter aussi s'il y a une chose que vous trouvez qui ne vous plaît pas, essayez de commenter comme ça. Elle va vous répondre parce qu'elle est toujours disponible pour aider et pour répondre aux questions, comme elle est avec nous aujourd'hui. Madame Cathy, comment voyez-vous l'avenir économique de Montréal après les changements des dernières années? Il faut dire que la crise économique qu'on vit à Montréal, mais ça a ses origines dans une crise internationale de tout le système capitaliste. Et je veux juste souligner à quel point les développements économiques, et on sait le chômage augmente, c'est beaucoup plus difficile de se trouver un emploi. Même la STM vient d'annoncer 300 mises à pied, Packard, la compagnie d'autobus qui a mis du monde à pied juste au nord de Montréal. On sait que tout ça, c'est grave. Et c'est cette crise économique qui sous-tend cette marche vers la guerre qu'on ressent. Et tout ce qui se passe à Montréal reflète ces tensions grandissantes dans la société. Par exemple, cette guerre entre Israël et le Hamas, il y a des répercussions ici à Montréal. Nous, notre campagne, on dit que les travailleurs, on devrait appuyer la lutte d'Israël pour défaire le Hamas. Vous avez peut-être vu, moi j'ai apporté une photo ici. Vous avez peut-être vu les photos du Hamas. Vous voyez ici les photos du Hamas armés, masqués, maintenant dans les rues de Gaza, qui eux, ils se promènent pour intimider la population. Et vous avez peut-être aussi vu ici, là je sais que je fais du bruit avec le journal. Non, pas de problème. Mais vous avez peut-être vu aussi les photos du Hamas qui exécute des Palestiniens dans les rues de Gaza maintenant. Mais ça, c'est des forces qui, eux, il y a du monde qui les appuie, ces terroristes-là, à Montréal. Et il y a des synagogues, il y a des écoles juives qui ont été ciblées ici. Moi, j'ai visité une école de jeunes garçons à Montréal, des grands trous de balles dans la porte. Les actes de haine contre les Juifs au Canada ont augmenté de façon incroyable depuis 2 ans. Alors, ces tensions, ces conflits guerriers, mais ils ont des répercussions ici et nous, on doit avoir
une vision internationale pour répondre à ça. Alors moi, j'ai dit, c'est ça qu'on doit faire pour répondre et à la crise économique et aux crises politiques et cette marche vers la guerre. On doit avoir un programme international. C'est pour ça que dans mon programme, on dit, on se bat pour des emplois. Les syndicats, on doit dire, contre la crise économique, les syndicats doivent exiger que le gouvernement fasse des projets pour nous mettre au travail, construire des logements, on en a besoin. Et des logements qui ne sont pas sur le marché de profit pour les spéculateurs, mais des maisons, des logements pour des familles abordables. Et c'est les syndicats qui doivent organiser une lutte pour que le gouvernement nous mette au travail pour créer ces logements-là, des garderies, des écoles, des choses qu'on a besoin, mais ça va créer beaucoup d'emplois et ça va aussi répondre à des services. Et en faisant ça, mais on doit dire que toutes les réponses qui visent à nous embobiner derrière le gouvernement canadien dans leur guerre, c'est pas bon. Je finis là-dessus, dans cette réponse-là, mais oui. Toute cette notion qu'on doit acheter canadien, appuyer le Canada contre Trump et tout ça. Non, parce que ça veut dire qu'on appuie les capitalistes canadiens dans leur guerre contre leurs concurrents. Et nous, on doit faire la solidarité ouvrière à travers les frontières. On est content de votre réponse, mais on fait suite encore à d'autres réponses. J'espère que vous, qui nous regardez là, vous avez aimé aussi la réponse. Mais notre 9e question, ça va aller à la jeunesse. Madame Cathy, quelle place allez-vous donner à la jeunesse montréalaise dans le développement de la ville? En fait, quand on parle de la jeunesse, souvent on pense à l'éducation. Et ça, c'est un des grands défis, je pense, c'est de ne pas voir l'éducation comme quelque chose des jeunes. Les jeunes ne font pas partie de la société, ils s'éduquent. Mais de voir que les jeunes et tout le monde devraient pouvoir apprendre pour toute notre vie. Et c'est pour ça que j'ai apporté le livre ici qui s'appelle « Sont-ils riches parce qu'ils sont intelligents ?» Parce qu'on dit toujours aux jeunes « va étudier, puis tout va bien aller. » Mais en fait, là, on sort de l'école, on a beaucoup de dettes et on se retrouve dans une usine, désolée, parce qu'il n'y a pas de travail. Alors, je pense que la lutte, c'est que tout le monde puisse être impliqué dans la société et que tout le monde puisse aussi profiter du temps pour lire, s'éduquer, prendre un cours quelconque, apprendre une langue. Mais c'est toute une autre vision de comment l'humanité va se développer. Et moi, je ne sépare pas les jeunes de la société. Moi, je pense que l'éducation des jeunes, ça doit être intégré. Et si je peux juste me permettre, et une chose, c'est que, voyez-vous, nous, par exemple, dans l'usine où je travaille, moi, je travaille dans une usine où on fait du pain sur la ligne de production. Et sur la ligne de production, il y a plusieurs Camerounais qui, en fait, sont venus au Canada parce qu'ils sont mariés avec des Ukrainiennes. Et quand la guerre a commencé, quand l'armée russe a envahi l'Ukraine, et ces gars-là, avec leur famille, ils sont venus au Canada. Mais imaginez tout ce qu'on apprend de ces compagnons de travail sur la guerre en Ukraine, sur la vie avec une armée d'invasion chez vous, de comment, pourquoi, il nous explique comment c'est tout le peuple de l'Ukraine qui ne veut pas de cette invasion-là et qui veulent se défendre. Mais c'est aussi très difficile. Les installations électriques se font bombarder, les résidences, les centres commerciaux. Alors, on apprend, on se parle, on s'éduque en travaillant. Alors, et c'est à ça que on doit encourager ça. Et alors, c'est pour ça que je ne sépare pas les jeunes, je ne sépare pas l'éducation. Je pense ça doit être tout intégré. Merci.
Notre 10e question, ça va suivre avec pour les communautés issues de diversité culturelle, quelle est votre approche pour une meilleure inclusion? Moi, je pense que c'est simplement une lutte très concrète contre toutes les formes de discrimination que vivent le monde aujourd'hui. Alors, dans notre programme, et je vais vous laisser une copie du tract si ça peut intéresser le monde. Je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous pouvez montrer, mais on a un tract avec des revendications et une petite explication. Et c'est le genre de choses qui peut informer le monde plus. Mais c'est pour ça que dans ce programme-là, on explique que la loi 21, que le gouvernement de Legault pousse beaucoup, ça c'est la loi qui veut empêcher les femmes qui portent le voile à pouvoir travailler dans les garderies et à être embauchées dans les écoles. Cette loi-là est discriminatoire et ça c'est le gouvernement qui pousse la discrimination, la division et nous on est contre. Et il y a un syndicat qui donne l'exemple, je pense que c'est la Fédération autonome des enseignants, la FAE, le syndicat des enseignants de Montréal, qui a amené la loi en cours. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui portent le voile et c'est la discrimination totale. On doit avoir le droit de pratiquer sa religion et pas se cacher. Alors, lutter contre les effets de discrimination. Évidemment, il faut se lever contre les déportations qui ont augmenté de beaucoup au Canada dans les dernières années. Il faut être pour la résidence permanente pour tous ces statuts précaires, temporaires, visa étudiant qui va expirer, puis toutes ces choses-là, c'est une façon de faire peur au monde, diviser, nous empêcher de parler. Fait que toutes ces choses-là, ça c'est au centre de comment on doit unir les travailleurs et les syndicats, en fait, doivent être au centre de ça. Merci. Pour faire partie de notre 3e partie de notre show, on va continuer avec la 11e question. Quels sont les 3 axes prioritaires de votre programme pour Montréal? J'ai peut-être déjà parlé de plusieurs aspects. Alors, je ne veux pas me répéter, mais pour résumer, premièrement, c'est la solidarité. La solidarité avec les luttes syndicales qui sont en cours. J'ai mentionné les enseignants d'Alberta, les travailleurs de la STM. Il y a même les travailleurs en Colombie-Britannique qui sont en lutte contre le gouvernement là-bas, les postiers qui sont présents partout. Et ça veut dire aussi appuyer les droits démocratiques parce qu'à Montréal, on a des travailleurs de tout genre qui sont menacés par des lois qui viennent pas du gouvernement municipal, mais du gouvernement provincial ou fédéral qui veulent enlever notre droit de grève. Et alors, il faut absolument mobiliser tout ce qu'on peut pour défendre nos droits démocratiques. Le droit de grève, le droit à la liberté de culte, ça veut dire pratiquer sa religion sans entrave, le droit de parler librement sans qu'on ait peur que quelqu'un va venir nous espionner et nous critiquer et nous fermer. En tout cas, alors ça c'est premièrement, la solidarité avec les droits démocratiques. Deuxièmement, défendre les Juifs contre la haine qui est moussée contre eux. Et ça veut dire défendre le droit d'Israël d'exister et d'agir ici contre tous les aspects, les exemples d'attaques ou de haine contre les Juifs qui existent. Et troisièmement, je dirais qu'il faut appuyer la construction d'un parti ouvrier parce qu'il faut avoir un instrument qu'on peut utiliser pour lutter, pour prendre toutes les leçons, tous les éléments des luttes différentes. C'est pour ça que je dis que c'est une candidature de la Ligue communiste parce que pour moi, le communisme, c'est les travailleurs qui agissent pour unir tous les opprimés, tous les exploités, pour
s'attaquer à la racine de nos problèmes, qui est que toute la société Ouais. est organisée par les capitalistes. OK. Et étant donné que tu avais déjà parlé de la grève de l'ASTM, surtout, comment comptez-vous améliorer la mobilité et les transports publics surtout? Et quelle serait aussi spécifiquement la stratégie pour l'environnement, notamment face aux défis climatiques? Ben, moi, je pense, en fait, un grand réseau de transport en commun, c'est une très bonne façon d'améliorer l'air à Montréal. On ne serait pas obligé de prendre nos voitures. Fait que moi, je pense qu'il faut reconnaître que c'est le capitalisme qui détruit notre santé à nous, les travailleurs, et qui détruit l'environnement. Vraiment, les deux choses vont ensemble. La santé des travailleurs et la santé de la planète. Et moi, je ne sépare pas l'environnement. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à part. Souvent, on peut en appuyant les luttes pour les droits des travailleurs, les droits sociaux, on va finir aussi par protéger les aspects de l'environnement, comme je viens de dire avec le transport en commun. Ou même, il y a, je ne sais pas s'il était au courant de la lutte en Abitibi, il y a Glencore, une grande compagnie multinationale qui, elle envoie toutes sortes de produits chimiques dans l'air à un taux beaucoup plus élevé que normal. Et le gouvernement de Legault a permis ça. Et là, il y a beaucoup plus de cancers et de problèmes de santé des résidents. Alors, quand les résidents, eux, ils se battent pour leur santé, mais ils se battent aussi pour améliorer l'environnement. Alors, contre ce pollueur. Fait que ça va ensemble. Je n'ai pas de programme spécifique sur l'environnement parce que ça va ensemble avec la lutte ouvrière pour notre santé. OK, merci. Tout à l'heure, tu avais fait mention surtout sur les questions de logement, qui est une casse-tête pour tous ceux qui vivent à Montréal. Et les coûts, tout ça avec l'inflation que tout à l'heure tu avais fait mention. Mais les enjeux majeurs à Montréal, comment comptez-vous rendre la ville plus accessible? Et surtout, l'autre chose, quelle place aura, dès que tu as touché ce point aussi, quelle place aura la culture, les arts et la créativité montréalaise dans votre mandat? Ben, le logement, présentement, c'est vraiment à la merci de la spéculation immobilière. C'est pas juste à Montréal, c'est partout dans toutes les grandes villes. On voit ça à travers en fait, le monde. Alors, ce qu'on a dans notre programme, c'est une explication et il n'y a rien qui se résout sans que ce soit une mobilisation, une lutte. Alors, on dit les syndicats doivent et peuvent mobiliser une lutte pour exiger que le gouvernement nous mette au travail pour construire des logements qui ne vont pas être vendus à des prix de spéculation, mais qui vont être rendus disponibles à des prix abordables pour les travailleurs. Fait que c'est vraiment ça doit être des mobilisations pour exiger ce genre de projet. Et pour les arts, Che Guevara, un des dirigeants de la Révolution cubaine, lui, il a écrit une petite affaire qui s'appelle Le socialisme et l'homme à Cuba. Et là-dedans, lui, il a décrit comment le problème avec l'art dans la société capitaliste, c'est que l'art est un produit, c'est séparé de la vie. On va acheter un tableau, on va consommer quelque chose qui est l'art. Mais en fait, et ça sépare la créativité de nos vies de tous les jours. Fait que ce que en fait, je pense, est une des plus grandes contributions à ce que la culture, le plaisir de pouvoir s'asseoir et lire, d'aller prendre une marche, d'apprécier les fleurs, de tout ce qui est beau et créatif, c'est les luttes aujourd'hui pour réduire les heures de travail.
C'est incroyable, on n'a même pas le temps de penser. Quand je montre ces livres-là au monde, on montre un grand livre épais comme ça à quelqu'un, ils vont dire, j'ai pas le temps de lire. Mais ça, c'est... Alors, on doit avoir le temps de respirer. Moi, je pense que c'est une des plus grandes choses. Ça, c'est important. Et, OK, pour question de relation avec... comment comptez-vous renforcer le lien entre l'hôtel de ville et les arrondissements? Parce que on sait que surtout les communistes, ils disent ça, surtout la relation entre humains, c'est vraiment important pour vous autres, surtout. Comment comptez-vous, dans votre prochain mandat, établir une meilleure relation entre l'hôtel de ville et l'arrondissement? Mais je pense en fait que ce qu'il faut voir, c'est et le gouvernement à l'hôtel de ville présentement et les gouvernements des arrondissements sont tous contrôlés par les hommes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires. Fait que pour moi, la grande question, c'est pas comment organiser les rapports entre ces instances, mais comment renforcer la capacité des travailleurs, des jeunes, des retraités, ensemble, de se battre pour imposer ce que nous, on a besoin. Et en fait, de pouvoir non pas penser en termes de hôtel de ville et arrondissement, mais il faut penser en termes de travailleurs qui doivent s'unir contre le patronat. Et voyez-vous, par exemple, je vais vous donner un exemple qui c'est pas un exemple municipal, pas pour moi, c'est l'exemple le plus concret. Quand je parle à quelqu'un puis je dis, je pense que les capitalistes nous amènent vers une troisième guerre mondiale. Souvent, le monde, ils vont me dire, oui, je sais, mais je veux la paix. OK, tout le monde veut la paix, c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Si on regarde la guerre en Ukraine, où la Russie a envahi l'Ukraine, les Ukrainiens n'auront pas la paix si eux, ils arrêtent de se battre. Ils doivent gagner cette guerre contre la Russie pour avoir leur propre indépendance nationale, pouvoir parler leur langue, gérer leur propre pays. Et s'il va y avoir la paix au Moyen-Orient, le Hamas qui a massacré, violé, brûlé les jeunes enfants vivants en Israël, qui a des Juifs, ils ont cherché les Juifs pour les tuer. C'est cette force-là qui doit être défaite par Israël pour avoir la paix. Alors, on ne peut pas juste parler en termes généraux de choses qui sont bien. Il faut voir quelle classe sociale peut mener la lutte. OK. Pour faire suite, que pensez-vous dire à la diaspora montréalaise et aux personnes étrangères qui participent à la vie de la ville? Et est-ce que vous pensez que Montréal doit jouer un rôle plus fort dans la coopération internationale, notamment avec les villes du Sud? En fait, c'est intéressant cette question-là parce que quand Denis Coderre était maire de Montréal, il était très bien connu pour avoir encouragé des relations avec le gouvernement en Haïti. Et la Gendarmerie royale du Canada a des liens avec la police en Haïti pour les former. Alors, nous, on dit, la Ligue communiste, notre programme part du monde entier. Et nous, on dit la solidarité, c'est la solidarité internationale. Mais c'est la solidarité ouvrière. Alors, quand on parle de Montréal, est-ce qu'on parle du Montréal des riches ou du Montréal des travailleurs? Parce que moi, je ne suis pas du tout intéressée à ce que la GRC aille former la police en Haïti. Ça ne va pas aider les travailleurs haïtiens. On a vu qu'est-ce que l'ONU a fait en Haïti. Ils n'ont pas aidé à faire autre chose qu'amener la choléra
faire augmenter les prix des maisons, etc. Fait qu'il faut toujours partir du point de vue de la solidarité ouvrière. Et un bon exemple de ça, c'est ce que les Cubains ont fait en Haïti. Parce que la révolution cubaine, elle, depuis ses tout débuts, elle fait la solidarité. Ils disent, les Cubains, on ne partage pas ce qui nous reste, on partage ce qu'on a. Alors, il y a des médecins cubains en Haïti, ils étaient là avant le tremblement de terre. Absolument. Fait que quand il y a eu le désastre, les Cubains ils n'avaient pas à envoyer du monde, ils y étaient déjà. Et ils se sont mis à la tâche pour aider à faire ce qu'ils pouvaient. Et c'est ça l'internationalisme qu'il faut chercher, cette solidarité active pour renforcer, pas avec des miettes de l'extérieur, mais renforcer la capacité du peuple même, par exemple en Haïti, de se défendre. Merci, 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 Madame Cathy. Pour continuer, Madame Cathy, quelle est votre plus grande inspiration dans la vie politique? Normalement, tout à l'heure, vous aviez répondu une question pareille, mais on aimerait avoir plus de détails sur ce point. Moi, je pense que c'est les deux grandes révolutions socialistes de notre époque. C'est la révolution cubaine et la révolution russe. La révolution cubaine, une petite île dans les Caraïbes, à 150 km de l'empire le plus puissant de l'histoire de l'humanité, l'empire américain. Et les Cubains, le peuple cubain a su, sous la direction de Fidel Castro, Che Guevara et le mouvement qu'eux, ils ont dirigé, c'est devenu le Parti communiste cubain, ils ont pris le pouvoir politique dans une grande mobilisation. Ils ont inclus les femmes. Oh, j'ai apporté un livre aussi, ici, qui montre... ça, c'est ma copie, fait qu'il y a toutes sortes de petites notes, mais ça s'appelle « Les femmes à Cuba, faire une révolution à l'intérieur de la révolution ». Et ça, ça existe aujourd'hui en anglais et en espagnol. Mais c'est un livre qui montre comment ils ont cherché à faire participer les femmes. Et une des premières choses qu'ils ont faites à Cuba, c'est qu'ils se sont rendus compte 60% de notre population ne sait pas lire ni écrire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement révolutionnaire a lancé l'appel aux jeunes qui savaient lire dans les villes. Voulez-vous aller en campagne? 6 mois, à faire apprendre à lire et à écrire. Et ils ont eu des dizaines de milliers, mais même des centaines de milliers de volontaires, dont la plupart étaient des jeunes femmes. Elles sont allées en campagne, elles ont vécu avec les paysans, elles ont appris plus qu'elles ont fait apprendre, parce qu'elles ont appris c'est quoi Cuba en campagne, et ça a tissé l'unité du peuple. Mais en tout cas, ça, c'est une vraie révolution. C'est une inspiration. Ce genre de révolution socialiste, de voir le potentiel qu'on peut faire éclater au grand jour quand on a confiance et quand on dirige un peuple. Merci, merci, merci. Et aussi, n'oubliez pas aussi, ça a un peu d'histoire. Et on dit souvent qu'un peuple qui a oublié son histoire serait un peuple perdu. Et tout ce qu'on est en train d'apprendre là aujourd'hui, vous allez voir, il y a toujours l'histoire qui s'amène. Et c'est important. J'espère que vous allez commander ces livres. Les livres surtout que Madame Cathy vous a présentés. Pour faire suite, Madame Cathy, si vous pouviez changer une seule chose à Montréal, dès demain, quelle chose changerais-tu demain matin? Si j'avais une baguette magique, moi, je dirais que je voudrais que les travailleurs aient confiance dans leurs propres capacités. Parce que pour moi, la réponse que je reçois le plus souvent,
quand je fais campagne. On fait beaucoup de porte-à-porte. Qu'il y ait des élections ou non. On s'en va dans les quartiers ouvriers, les membres et les partisans de la Ligue communiste, puis on entame des discussions avec le monde. Et la réponse que j'ai le plus souvent, c'est « Je sais que vous avez raison, je sais qu'il faut tout changer, et je sais que c'est les capitalistes qui gèrent, je sais que ça ne devrait pas être comme ça, mais on ne peut rien faire. » Et ça, c'est le message que les capitalistes veulent qu'on reçoive. On n'y est pour rien. Et qui, toi? As-tu une éducation? Es-tu un expert? Écrase. Fait que c'est la confiance dans nos propres capacités. C'est ce que j'aimerais. Mais ça, en réalité, ça se gagne dans les luttes. Mais donnez-moi une baguette magique, OK. Merci. OK, pour la suite, que pensez-vous, que souhaitez-vous laisser comme héritage à la fin de votre mandat? Mais pour moi, la lutte, c'est quelque chose qui se poursuit. Fait que je pense pas en termes de 4 ans ou 3 ans, parce que là on rentre dans une période de crise économique profonde, de marche vers la guerre. Un des livres que j'ai amené, regardez ça ici, les 2 photos. Une photo, le petit gars ici, c'est 1941. C'est un jeune juif qui se fait menacer par les nazis, qui va mourir dans les camps de Hitler. Et ça c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça, c'est une des femmes qui a été kidnappée par le Hamas et terrorisée, une des Juives, et elle est libérée maintenant. Mais ça c'est 2 événements qui ont eu lieu il y a 2 ans, il y a 70 ans, et on lutte encore aujourd'hui. Ce livre-là, en passant, c'est un de ceux que je vous recommande, parce que ça vous donne une idée des enjeux dans la lutte pour défendre Israël comme refuge des Juifs. Mais on est aux prises maintenant avec la crise d'un système qui est fort dans son agonie et qui peut tuer l'humanité au complet. Genre, les riches, les capitalistes des pays impérialistes les plus forts, ils ont l'arme nucléaire entre les mains. Ils sont totalement irresponsables. Ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent nous anéantir. Alors, les enjeux pour construire un parti dans tous les pays capable de mettre fin à cette folie en prenant le pouvoir nous-mêmes, mais sont très grands. Fait que je pense dans ces termes-là. OK, merci. Merci. C'est un point très, très important. Et enfin, Madame Cathy, quel message aimeriez-vous transmettre à toutes les jeunes filles et jeunes femmes qui rêvent un jour de faire de la politique? Mais pour moi, la politique ouvrière est très différente de la politique bourgeoise. Et en réalité, c'est la lutte pour changer la vie de tous les jours. C'est la lutte pour changer quelle classe domine. Alors, les femmes, les filles qui voient qu'il y a de quoi à changer, mais elles peuvent apprendre des grandes révolutions. J'ai cité la révolution cubaine justement parce que c'est une des révolutions qui montre comment le sort des femmes est intimement lié à la lutte contre l'exploitation, la domination et la lutte pour changer fondamentalement la société. Je pense que j'ai montré brièvement ce journal, Le Militant, mais ça, c'est un journal qui à toutes les semaines, c'est un hebdomadaire socialiste, et c'est Malcolm X qui a recommandé ce journal, un des grands dirigeants du 20e siècle, ouais. En fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Américain africain qui, lui, a dirigé la lutte contre le racisme aux États-Unis, mais qui est devenu vraiment un dirigeant international. Et lui, il a dit, le militant, je l'ai vu un peu partout, y compris en Afrique, parce que quand tu mets les bonnes choses dedans, il va voyager. Et ce journal-là, il me montre à toutes les semaines comment la lutte
pour les droits des femmes, la lutte pour les droits des Noirs, la lutte pour les droits des travailleurs, la lutte pour nos droits démocratiques, mais ça se poursuit dans tous les coins du monde. À Madagascar, Partout. au Népal, partout. Partout. Et alors, le défi pour nous, c'est de voir comment toutes ces luttes-là sont liées, y compris la lutte des femmes. Et enfin, le moment est venu. Je vais vous remercier, vous qui nous regardez, vous qui nous avez prêté votre temps, justement. Je sais que vous avez beaucoup à faire, mais avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette inspirante femme qui est Madame Cathy Le Rougetel, c'est pas une mince affaire. J'espère que vous avez bien appris et que ça va vous aider aussi. Je vais dire merci beaucoup à Madame Cathy d'avoir partagé avec nous ses visions, surtout vos visions et vos idées, vos espoirs pour Montréal, surtout. Nous vous souhaitons aussi beaucoup de succès dans vos projets à venir, surtout. Et de ne pas laisser aussi tomber la lutte qu'on mène. Et nous espérons vous avoir ou vous revoir très bientôt pour parler des réalisations concrètes de cette belle aventure que vous êtes en train d'entreprendre. Et si vous avez un dernier mot à donner, quel serait ce dernier mot? Ce genre d'entretien est très riche et très utile. C'est comme ça qu'on construit un mouvement. Et peut-être je pourrais aussi lancer une invitation à tous les samedis soirs. Les partisans du journal Le Militant animent les discussions publiques. Tout le monde est bienvenu. Vous avez l'adresse que vous pouvez montrer tout à l'heure, mais le samedi, le 1er novembre, c'est moi qui va lancer la discussion à 19h. C'est à côté du métro Jean Talon, 7107 rue Saint-Denis, unité 204. Et lancer la discussion pour finir la campagne électorale, mais entamer la campagne qu'on mène de tous les jours. De tous les jours. Tout le monde est bienvenu. Merci. Aussi, si vous avez envie de participer, surtout chaque samedi avec Madame Cathy et toutes les autres personnes qui participent à cette rencontre chaque samedi, vous pouvez nous contacter aussi. On va laisser des données, comme ça vous pouvez rentrer en contact avec Madame Cathy. Je vous dis merci et à la prochaine. J'espère vous revoir pas trop longtemps. Merci, bye bye, à la prochaine pour une autre partie de Grand Lac Couchot. Merci.